Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être mon petit bilan lecture du mois de novembre. Alors oui, je suis un petit peu en retard, d'habitude je vous fais cette vidéo en début de mois, mais là j'avais plein de vidéos à vous faire avant, donc ça arrive que maintenant, mais c'est pas grave puisque j'ai quand même 5 livres à vous présenter et on commence tout de suite. Je suis ravie aussi de vous annoncer que j'ai réussi mon Pumpkin Autumn Challenge, je suis trop contente, j'avais mis 10 livres je crois, oui c'est ça, 10 livres dans ma pile à lire. Et j'ai réussi à les lire en 3 mois. Il m'en restait que 2 à valider pour le mois de novembre et c'est chose faite, donc je suis trop contente. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de L'Assassin Royal, le tome 4, Le Poison de la Vengeance de Robin Hood aux éditions J'ai lu. Alors rappelez-vous, j'avais adoré le tome 3 qui nous laissait sur un cliffhanger de malade. On retrouvait donc Fitz Chevalerie, l'Assassin Royal, donc le bâtard héritier, enfin du prince héritier décédé, qui était en mauvaise posture à la fin du tome 3, mais vraiment ça allait mal dans sa vie. Et on le retrouve du coup à ce moment-là, dans le tome 4, au tout début, il va devoir se refaire une petite santé, donc il va s'écarter un peu du monde pour se refaire une santé, et ensuite il va partir à l'aventure à travers les 6 duchés en compagnie de son loup œil de nuit, afin de retrouver son oncle royal et de se venger de lui, d'où le titre Les Poisons de la Vengeance. Ce que j'ai bien aimé dans ce tome-ci, c'est que c'est un road trip. Pour une fois, on sort du château royal avec les intrigues de cour entre nobles, etc. qui étaient dans les 3 premiers tomes. Et là, on est vraiment sur ce voyage à pied. À travers les 6 duchés, on va découvrir d'autres contrées, d'autres personnages, des gens du peuple, pas des saltimbanques, des ménestrels, des gens du voyage, des fermiers, des aubergistes. Voilà, on rencontre toute une galerie de personnages vraiment cool. C'est trop bien, encore une fois, on interroge pas mal de choses, notamment par exemple le lien entre Fitz et son loup œil de nuit et le fait qu'un humain ne réfléchit pas comme un animal. Je perds ma voix encore. Et en fait voilà, les animaux eux ils réfléchissent pas, ils anticipent pas à l'avenir, eux ils vivent dans l'instant présent et par exemple s'ils ont envie de dormir, ben, ils dorment, s'ils ont faim ils vont chasser et puis ils mangent, et ils se préoccupent pas de choses, d'anticiper des choses en fait. Alors que les humains on est toujours dans l'anticipation et plus vraiment dans l'instant présent, et je trouvais que cette thématique là était hyper intéressante. Et puis il y en a d'autres évidemment. À la fin on est quand même sur un cliffhanger de malade qui me donne envie de poursuivre. D'ailleurs j'ai mis le tome 5 dans mon Cold Winter Challenge. Et voilà, on va continuer ce voyage qui n'est pas terminé. Ce livre là, donc il faisait partie du Pumpkin Autumn Challenge et je l'avais mis je crois dans la catégorie faux semblant, donc de l'autre mer, et puis dans la catégorie mer et océan puisqu'il y a des pirates. Voilà, les fameux pirates rouges contre lesquels se bat le royaume. Et enfin, le dernier livre pour ce Pumpkin Autumn Challenge, il s'agissait de Le Gardien de phare de Camille Lackberg aux éditions Babel Noir. Vous le savez, je suis une inconditionnelle de cette saga avec Erika Falk et Patrick Edstrom. J'adore retrouver ces personnages, c'est toujours des lectures doudou avec ce petit village de Fjällbacka, j'arrive pas trop bien à le prononcer, ce petit village suédois qui est tellement pittoresque, qui me donne vraiment envie d'aller le visiter en vrai. Dans ce tome-ci, on va suivre Annie qui est une jeune maman qui, alors on sait pas ce qui se passe, mais un soir il va y avoir un drame. Et elle va s'enfuir avec son fils de 5 ans, Sam, pour aller se réfugier dans la maison familiale sur une île au large de Fjällbacka, donc l'île qui s'appelle Graska, appelée aussi l'île aux esprits par les autochtones. Et c'est une petite île où il n'y a rien à part une maison familiale et un vieux phare abandonné. Et c'est une maison dont elle a hérité de ses parents et plus personne n'y vit depuis plusieurs années. Elle va aller se réfugier là-bas avec son fils Sam. Elle va reprendre contact avec Gunnar et Signe qui sont un couple de petits vieux qui se sont occupés de la maison en son absence et qui sont aussi accessoirement les parents de Matt. Matt qui était l'ancien petit copain du lycée de Annie. Et Matt lui était parti de Fjällbacka pour aller travailler dans une plus grande ville il y a quelques années, sauf qu'il il s'est fait agresser un jour. Il est vraiment très fort puisqu'il était dans le coma à l'hôpital, etc. Et depuis cette agression, il a décidé de revenir dans son village natal pour travailler à nouveau à Fjällbacka. J'arrive pas à le dire, je suis désolée. Et quelques jours plus tard, on va apprendre que Matt est décédé. En fait, il a été assassiné dans son appartement. Donc évidemment, Patrick et tous les collègues du commissariat vont enquêter. Et ce qui a
de particulier, c'est que lorsqu'ils vont passer l'appartement de Matt au peigne fin, ils vont découvrir aucun objet personnel. Voilà, c'est un véritable catalogue Ikea sa maison, il n'y a rien de personnel, voilà, presque un appartement témoin, et ça c'est quand même assez bizarre. Lorsqu'ils vont interroger ses collègues de travail, eh ben, ils vont dire que oui, Matt était sympathique, il parlait un peu de sujets généraux comme la pluie, le beau temps, la météo, enfin ce genre de choses, mais il ne parlait jamais de sa vie perso. Et voilà, personne ne savait s'il avait quelqu'un dans sa vie, s'il avait des ennemis, rien. Que dalle, un véritable mystère. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais il y a aussi toute la partie avec Erika, avec sa sœur Anna, etc. J'ai trouvé ce tome-ci beaucoup plus sombre que les précédents, même si on est quand même sur du polar, il y a des meurtres, etc. C'est jamais très joyeux, mais celui-ci a abordé des thématiques assez lourdes. Il y a toujours une thématique sociale mise en avant dans chacun des tomes de Camilla Läckberg. Dans celui-ci, c'est particulièrement les femmes battues. Il y a d'autres thématiques aussi annexes comme le deuil, la parentalité, le deuil de l'enfant aussi, l'homosexualité, la tolérance, tout ça. Et c'est toujours génial, voilà, parce que ça te fait réfléchir aussi sur des sujets un petit peu sociétaux comme ça, mais un peu l'air de rien, sans jamais être moralisateur. Et c'est ça qui est cool avec Camilla Läckberg. Pour moi, c'est des petits, c'est des grosses pavasses, mais ça se lit tout seul, et c'est des petits romans doudous que j'aime bien lire. Et là, je suis très triste parce qu'il me reste plus que 2. Voilà, il me reste le tome 9 et le tome 10. Alors celui-là, c'est le tome 7. Le tome 8, je l'avais lu en premier, en fait, j'avais commencé la saga par le tome 8 et ensuite j'avais repris depuis le début, donc je vais pas le relire, je vais peut-être me faire un résumé spoilant avant d'enchaîner avec le tome 9. Voilà, il me reste plus que 2 et je suis un peu triste parce que j'ai pas envie de quitter les personnages. Celui-ci, je l'avais mis dans la catégorie mer et océan dans les eaux de David Jones, puisque gardien de phare, mer, océan, voilà. Ensuite, je vais enchaîner avec une lecture qui m'a un petit peu sortie de ma zone de confort, même si c'est du policier. Il s'agit de Les enquêtes d'Enola Holmes, Le secret de l'éventail de Nancy Springer chez Nathan. Pourquoi ça me fait sortir de ma zone de confort? Parce que c'est de la jeunesse à partir de 12 ans. J'ai pas trop l'habitude, j'en lis quelquefois du young adulte, mais pas trop souvent. Enola Holmes, gros succès en BD, là je l'avais trouvé celui-ci en roman en boîte à livres, donc j'avais envie de tester. Donc on va suivre Enola Holmes, qui est la petite sœur du fameux détective Sherlock Holmes que tout le monde connaît. Et donc on est dans les années fin du 19e siècle à Londres, et on a cette adolescente de 14 ans qui n'en fait qu'à sa tête. Voilà, sa mère a disparu, elle a laissé, le père on ne sait pas où il est, et elle a 2 grands frères, donc Mycroft et Sherlock. Et elle ne veut pas du tout être une gentille petite fille qui se soumet aux convenances, à la bienséance, qui ne cherche que à faire à trouver un bon parti pour se marier et tout. Elle s'en fout, elle a envie de mener ses enquêtes, elle n'en fait qu'à sa tête, et elle va même inventer un faux docteur qui l'a embauchée en tant que secrétaire pour pouvoir établir son petit cabinet d'enquête. Et donc alors qu'elle se trouvait dans les toilettes publiques des dames, va débarquer dans ces toilettes 3 femmes. Donc une jeune fille entourée de 2 vieilles mégères qui la tiennent bien serrée comme si elle était prisonnière. Et il s'agit de Lady Cecily, la jeune fille, et visiblement elle est en mauvaise posture et elle va s'adresser à Enola, l'air de rien, avec son éventail, avec le code, le langage secret des éventails qui était utilisé à la cour, notamment pour draguer. À la base c'était pour draguer, pour courtiser, etc. Mais là elle va s'en servir pour envoyer un SOS à Enola et lui demander de l'aide en toute discrétion, puisqu'elle est surveillée par les deux matrones. Donc Enola va enquêter pour savoir pourquoi Lady Cecily est prisonnière, de quoi est-ce qu'elle est en danger, et essayer évidemment de la sauver. Et voilà, elle va s'embarquer dans une grande enquête. Alors il n'y a pas trop d'aventure, c'est assez bonne enfance, il n'y a pas trop de danger, ça reste... voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'Enola se grime aussi, elle se déguise en journaliste, en mendiante, en orpheline, voilà. Elle se déguise, elle fait pas mal d'acrobatie aussi, ce qui n'est pas trop convenable pour une jeune fille de l'époque. Mais elle s'en fout, elle fait ce qu'elle veut, et ça c'est cool. J'ai trouvé que c'était une héroïne assez badass, mais pas dans le sens... super badass avec des pouvoirs et tout, ça reste quand même réaliste.
Et ça c'était vraiment cool et voilà, elle met un gros fuck au diktat de la société, donc ça c'est cool. Après j'ai trouvé que le vocabulaire était quand même assez poussé, alors oui certes ça nous met dans le contexte de l'époque, mais je pense qu'un enfant après ado de 12 ans aura peut-être un peu de mal et devra aller chercher dans le dico, demander à ses parents ou sur Google. Parce que voilà, à chaque paragraphe, il y a des mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qui sont complètement dépassés ou des tournures de phrases. Donc voilà, je pense que pour un ado, ça peut être un petit peu compliqué, mais en même temps, ça apprend du vocabulaire, donc voilà. J'ai passé un bon moment de lecture, après je suis clairement pas la cible de ce bouquin, donc voilà, c'était sympa mais sans plus. Je continue avec une autre lecture qui n'a rien à voir. Alors je sais pas vous comment vous faites pour choisir votre projet de lecture, mais moi je fonctionne beaucoup au feeling et je m'inspire un peu de tout, de ce que je vois à la télé, sur les réseaux sociaux, du bouche à oreille, des envies du moment ou une thématique, peu importe. Je m'inspire un peu de tout pour choisir ma prochaine lecture. Et pour ce livre-ci, je me suis inspirée du Black November, donc le challenge de Séverine de Il est bien ce livre. Alors moi personnellement, je ne participe pas à ce challenge parce que les consignes, en fait la méthodologie ne correspond pas à ma manière de lire, puisqu'en fait il y a une consigne par semaine, et parfois c'est des semaines de 3 jours, et vu que moi je lis 3, 4, 5 livres en même temps, mais je les étale sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, donc ça correspond pas trop à ma manière de lire, mais je me suis quand même inspirée d'une des consignes qui était lire un thriller qui n'est pas un roman. Donc on pouvait lire des BD, des mangas, des nouvelles, des témoignages, des faits divers, peu importe. Et je me suis rappelé l'existence de cette relique de ma palle, à savoir Sans laisser d'adresse de Pierre Bellemare aux éditions Le Livre de Poche. Donc là il s'agit d'un recueil de faits divers, il y a 28 petites histoires, donc de enquêtes sur des disparitions et des réapparitions extraordinaires. Alors bien sûr que la mort est quand même présente, mais c'est pas le cœur du sujet puisque les gens disparaissent et ils réapparaissent de manière un petit peu what the fuck. Et voilà, 28 petites histoires, ça se lit très bien, ça peut être un parfait livre de chevet ou un livre de l'avant presque, sauf que là il y a 28 histoires et pas 24. Mais voilà, pour ceux qui piquent un petit peu du nez le soir quand ils lisent, ça peut être une bonne solution d'avoir des petites histoires pas très longues, une dizaine de pages en général, enfin il y en a des plus longues, plus ou moins longues, mais c'était sympa. Moi j'ai trouvé, je crois que celle qui m'a le plus marqué, c'est celle du gourou hindou, gourou de secte hindou, qui était vraiment, mais genre, voilà, il y avait des histoires qui dépassaient complètement la fiction. Si un écrivain avait voulu écrire ce genre d'histoire, il n'aurait pas pu l'inventer tellement c'est, voilà, pourtant c'est des faits réels, c'est des trucs qui sont vraiment passés. Voilà, dans tous les pays, dans toutes les époques, il y a un peu de tout, mais à chaque fois, voilà, c'est hyper divertissant, ça se lit super bien, et puis j'adore la plume de Pierre Bellemare. Il a vraiment ce don de raconter les histoires, ce talent de conteur. Moi je l'avais vu quand il faisait des petites enquêtes à la télé, et on retrouve vraiment ce ton, cette tonalité très particulière à Pierre Bellemare dans ses bouquins, et voilà, dès les premières lignes, il nous accroche complètement à l'histoire, et voilà, c'est génial. C'est un vrai raconteur d'histoire. Et pour finir, un livre dont je n'avais jamais entendu parler, et je vous avais posé la question sur Instagram, j'avais fait un petit sondage en story pour savoir si vous connaissez ce livre, et personne ne connaît. Voilà, tout le monde m'a répondu non. Et moi non plus, je savais pas trop à quoi s'attendre. Il s'agit de Empire des chimères de Antoine Chénas aux éditions Folio Policier. Alors ce livre, c'est ma copine Sophie qui me l'avait offert à mon anniversaire et je n'en avais jamais entendu parler. Et en plus sur la 4e de couverture, il y a une petite citation du Parisien qui me laissait un petit peu perplexe, qui disait « Ce n'est ni un thriller, ni un roman noir, ni un polar, c'est tout cela à la fois et bien plus encore. » Et c'est un peu ça en fait. Maintenant que je l'ai lu, je me dis « Ouais, comment parler de ce livre, ça va être compliqué parce qu'il est complètement hors catégorie. » Donc pour l'histoire, on est en 1983 à Lensil, un petit village du fin fond du trou du cul de la France, voilà. C'est très rural, voilà, tout le monde se connaît, petit village, beaucoup d'agriculture, etc. On va suivre différents personnages, notamment Annabelle, une vieille institutrice retraitée. On a aussi Jérôme, le garde champêtre, qui fait figure un peu d'autorité dans le village, parce qu'il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarme, c'est vraiment un tout petit village, donc c'est lui qui fait figure d'autorité. On a aussi Julien, qui est un collégien, qui adore jouer à Empire des chimères, qui est une espèce de jeu de rôle style Donjons et Dragons, vous voyez, il adore jouer à ça avec ses deux potes. Et il y a aussi Jean, le grand frère de Julien, qui est un adolescent un peu marginal et dangereux, il est un peu creepy.
Et puis il y a d'autres personnes, il y a la coiffeuse, il y a l'agent immobilier, et puis en parallèle on va suivre aussi Henri Davodo qui est le frère de l'agent immobilier de Lensil, qui lui a réussi à sortir du bled paumé pour aller faire carrière dans la capitale en tant que... voilà, il est dans la politique, on ne sait pas trop ce qu'il est au début, conseiller de secrétariat du ministre de je sais pas quoi. Et il est dans la politique. Et il va être envoyé en mission aux États-Unis. Il va rencontrer dans une réunion le PDF de la firme Launay Industries, qui est une firme de divertissement qui est très très connue et qui a d'ailleurs créé le jeu de rôle Empire des Chimères. Ils font des films d'animation, ils font plein de trucs et ils vont avoir pour projet d'implanter un parc à thème en France. Donc bien sûr Henri Davodo va de suite penser à Lensil et aux environs pour essayer de redynamiser un petit peu cette région de la France qui est un peu... voilà, personne ne veut y aller, il se passe rien, voilà, pour pouvoir un petit peu faire un peu plus de tourisme, voilà, un peu plus d'emploi, etc. Voilà, je vais m'arrêter là. Non, je vais quand même préciser que dans le petit village, il va y avoir une disparition, une petite fille, la Edith, qui jouait à cache-cache dans les champs avec ses copines, qui va disparaître. Et donc là, les gendarmes, la police vont débarquer à Lensil pour enquêter, et puis il va y avoir une grande battue organisée avec les villageois volontaires pour essayer de retrouver la petite Edith. Et tout ça est imbriqué, voilà. Donc j'en dirai pas plus. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une lecture très what the fuck. Hein. Si vous voyez la série Dark sur Netflix, c'est un peu la même ambiance, ce côté un petit village où tout le monde se connaît, une ambiance un petit peu morose, on est en hiver, à la campagne, il fait froid, en plus il y a la prolifération d'un mystérieux champignon qui détruit tout et qui pourrit tout sur le passage. C'est très, voilà, une ambiance très brumeuse, très humide, très grise. Très what the fuck. Alors on n'est pas sur du voyage dans le temps contrairement à la série Dark, mais on est sur cette ambiance un petit peu où au début tu comprends pas trop ce qui se passe, t'as du mal à voir où veut en venir l'auteur. Les pièces du puzzle mettent du temps à s'imbriquer, mais enfin, au bout d'un moment on commence à y voir un petit peu plus clair. Petit warning sur la plume de l'auteur qui est quand même hyper exigeante, voilà, il faut avoir une lecture assez active. Il y a plein de références culturelles, il y a beaucoup de références aux années 80, au contexte politique, socio-économique ou culturel des années 80. Bon, c'est vrai que moi des fois je passais un petit peu à côté parce que moi les années 80 clairement je les ai pas vécues, donc voilà, des fois je pensais que je passais à côté de certaines références, mais voilà, je ferais du mal à en parler. C'était sympa, mais d'un autre côté à la fin je m'attendais à quelque chose d'explosif, à des révélations de fou et que toutes les pièces du puzzle s'imbriquent parfaitement pour avoir un truc cohérent. Mais non, on reste encore dans la brume, même à la fin. On surfe en permanence entre réalité et fiction, réalité historique de notre véritable passé historique avec toutes ces références aux années 80, mais fiction par rapport au livre, et aussi entre réalité et fiction, réalité du village, de ce qui se passe dans le village, et fiction de ce qui se passe dans le jeu Empire des Chimères, puisqu'on a des passages, des parties en fait du jeu avec Julien et ses deux potes. Donc voilà, on est vraiment toujours dans... On ne sait pas si on est dans la fiction, dans la réalité, on a un peu le cul entre deux chaises comme ça, en permanence. Voilà, c'est vraiment une lecture... je saurais pas dire, en fait. Je saurais pas dire. J'ai bien aimé dans l'ensemble, mais voilà, je m'attendais à vraiment avoir un truc à la fin qui me dise « Waouh, c'était de la bombe » et j'ai pas eu ça. J'ai eu quand même un sentiment de tout ça pour ça à la fin. Et bof. Voilà, je sais pas si ça peut vous aider, mais enfin si vous avez envie de tester, je vous recommande quand même d'aller voir en librairie, lire les premières pages pour savoir si la plume de l'auteur peut vous correspondre, parce que c'est quand même assez, ouais, assez intello, assez exigeant comme lecture. Voilà. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo bilan lecture du mois de novembre. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, et à me dire ce que vous avez lu au mois de novembre, si vous avez fait de belles découvertes. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à aller voir une de mes dernières vidéos juste ici, je me pousse, à vous abonner si c'est toujours pas fait en cliquant sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors des vidéos. Et puis moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!